Bonjour à tous. Pour ce numéro spécialité, je vous accueille aux Invalides. C'est au cœur de ce monument parisien que nous débuterons notre exploration de plusieurs lieux inédits de la Défense. Secrets, historiques ou insolites, ils nous ouvrent leurs portes. Général, au-dessus de nous, l'emblème de l'Hôtel National des Invalides. Je parle évidemment de ce dôme qui abrite le tombeau de Napoléon Ier. Que représente ce monument pour la Défense ? Ce monument, c'est vraiment le symbole même de la rencontre, du lieu où la France rencontre ses soldats. Et cela depuis plus de 350 ans, puisque cela a été voulu par Louis XIV dans un projet global pour ses soldats. Napoléon en fera le panthéon des gloires militaires et les républiques continueront en cette même voie. C'est ici d'ailleurs que nos autorités rendent hommage dans cette cathédrale des soldats et dans cette cour d'honneur à nos soldats qui sont tombés pour la France et pour ses intérêts. Et nous avons ici un monument qui est un écrin fantastique et à l'intérieur il y a un bijou qui s'appelle le musée de l'armée qui raconte cette histoire des soldats qui ont œuvré et qui sont tombés pour la France. Et nous allons découvrir d'autres lieux inédits. Cette balade débute à l'hôtel de Brienne où est installé le bureau du ministre de la Défense. C'est d'ailleurs l'un des rares ministères qui a le même emplacement depuis près de 2 siècles. Il a connu de prestigieux propriétaires et locataires comme le général de Gaulle. Suivez le guide. Depuis plus de 2 siècles, l'hôtel de Brienne est le siège du ministère de la Défense. Construit dans les années 1720, il fut le théâtre des grandes heures de l'histoire de France. D'un point de vue architectural, c'est un hôtel assez classique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un hôtel relativement commun, très représentatif du début du XVIIIe siècle parisien. Dans son histoire, ce qui fait la particularité de l'hôtel de Brienne, c'est peut-être toujours cette proximité avec le pouvoir. Voilà, c'est-à-dire qu'il a toujours été occupé par des femmes de pouvoir, des hommes de pouvoir. La destinée de l'hôtel de Brienne a toujours été assez liée à celle de la France. En 1776, le comte de Brienne en fait l'acquisition. Monsieur de Brienne va profiter de la faveur de son frère et va devenir en effet ministre de la guerre. C'est la première fois que l'hôtel de Brienne devient le siège du ministère de la guerre et cette période dure vraiment très peu de temps puisque Monsieur de Brienne n'est ministre que de 1787 à 1788. Après avoir été la propriété de la famille Bonaparte, l'hôtel de Brienne est racheté par l'État en 1817 et devient le siège du ministère de la guerre. Un ministre, c'est certes quelqu'un qui travaille, mais c'est aussi quelqu'un qui reçoit. Et les ministres de la guerre successifs, au XIXe et au XXe siècle, installent leur bureau plutôt à l'étage, afin de conserver au rez-de-chaussée sa fonction de réception. C'est pour cela que cette pièce ne devient bureau du ministre qu'assez tardivement dans le cours du XXe siècle. De nombreux ministres de la Défense ont ainsi écrit les pages politiques et militaires de la France entre ces murs. Parmi les plus illustres se trouvent Georges Clemenceau et le général de Gaulle. L'hôte le plus célèbre de l'hôtel de Brienne, c'est le général de Gaulle, qui s'est installé ici à 2 reprises, juste avant la Seconde Guerre mondiale et juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors juste avant, ça a été très bref, puisque le général de Gaulle s'est installé ici en tant que sous-secrétaire d'État à la guerre et de la défense nationale, donc le titre qu'il a obtenu en juin 1940. Au débarquement, le général revient en France et se présente comme le chef naturel de la République. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Paris est libéré les 24 et 25 août 1944 et le général de Gaulle donc devient de fait chef de ce qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République française. La question qui se pose est où installer ce gouvernement provisoire de la République française. Il n'a pas voulu s'installer à l'Élysée, mais il fallait quand même s'installer dans un bâtiment de pouvoir pour marquer justement cette permanence du pouvoir. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, qui connaissait bien l'hôtel de Brienne, a choisi de s'y installer. Cette installation a donné lieu à une fameuse page de ses mémoires de guerre, dans laquelle il explique qu'il a retrouvé les lieux exactement comme il les avait quittés en 1940, 4 ans plus tôt. Par la suite, les ministres de la Défense de la 4e et la 5e République s'y installeront successivement. Dans l'avenir, l'hôtel de Brienne restera ce bâtiment prestigieux qu'il a toujours été et servira de lieu officiel de réception du ministre de la Défense. À 500 km de Paris, dans le Bas-Rhin, déambulons dans une forteresse souterraine.
À Drakenbrunn, sur un ancien site de la ligne Maginot, l'armée de l'air a installé une de ses bases, mais n'y cherchait ni piste ni avion. Des roues vissées au sol. De la mousse dans les réacteurs. Bienvenue à la base aérienne de Drakenbrunn, au nord de l'Alsace. Ici, pas de piste d'atterrissage, pas de tour de contrôle. La nature a repris ses droits. Et pourtant, qui pourrait imaginer que sous ces cloches rouillées se cache un lieu inédit et secret de la défense? À 24 mètres de profondeur, des kilomètres de galeries souterraines se déploient. Un réseau tentaculaire au cœur d'une fortification creusée dans le massif du Horwald, dans les contreforts des Vosges du Nord. Ici, ce sont les pierres qui parlent. Embarquez pour une visite hors du commun. Au-dessus de ces deux embrasures de tir, vous avez deux prénoms, Liliane et Christiane, qui sont la mère et la fiancée de l'officier d'artillerie qui commande le bloc. Le fort était ici un lieu important de la Deuxième Guerre parce qu'il verrouillait l'entrée de la plaine d'Alsace. Dites-vous bien que quand ça a été construit, sur à peu près 1 kilomètre de part et d'autre, il n'y avait plus d'arbres. C'était à nu. On avait dégagé complètement les secteurs de tir, les champs de tir. C'est donc sur un lieu quasi désertique qu'est érigée la forteresse de Drakenbrunn entre 1929 et 1934. Il faut dire qu'après le traité de Versailles en 1919, les responsables politiques et militaires n'ont qu'une idée en tête, celle de mettre la France à l'abri de nouvelles invasions. À l'est, le pays est particulièrement vulnérable, et c'est donc le long de la frontière naturelle du Rhin que se dessinera la muraille de France, rebaptisée en 1932 la ligne Maginot. La ligne Maginot est une ligne de défense qui a été construite du sud de la Belgique jusqu'au Rhin, le long du Rhin jusqu'à la frontière suisse, de la frontière suisse jusqu'à Nice. Les Allemands, quand ils vont attaquer, ils attaqueront à travers la Belgique et la Hollande, à travers les Ardennes, pour arriver jusqu'à la Manche et obliger les Français et les Anglais à réembarquer à Dunkerque. Une construction en perpétuelle évolution. Plusieurs mètres cubes de béton supplémentaires ont été apposés à l'entrée de la base juste après la guerre du Golfe. C'est une structure qui a été posée dans les années 90. C'était un choix politique de défense. Donc nos chefs d'état-major des différentes armées ont décidé de protéger nos points sensibles puisqu'ils étaient vulnérables, puisque vus de l'extérieur et voire vus du ciel, on pouvait éventuellement lancer un missile qui pouvait faire des gros dommages, surtout pour ce centre de contrôle qui surveille le quart nord-est de la France. Une zone de responsabilité immense dans les faits. Sur les quelques 10 000 avions qui survolent la France chaque jour, plus de 8 000 transitent à un moment de leur vol dans la zone contrôlée par Drakenbrunn. Ici, même à plusieurs mètres sous terre, chacun a le nez en l'air. Ici, on travaille en haute altitude. En fait, on ne fait pas de basse altitude comme les contrôleurs qui sont dans les tours de contrôle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vitres et qu'on n'a pas besoin de voir les avions. On a un petit avion comme Monsieur Tout-le-Monde pourrait le piloter, qui décolle d'une île bretonne. Nous le détectons, nous le classifions, c'est-à-dire en fonction de son comportement, on décide que c'est un avion qui est ami, et s'il suit sa route, s'il ne fait rien d'illégal. Et nous diffusons comme ça une sorte de situation de tous les avions au-dessus de la France en permanence, au profit de l'État français, mais aussi au profit des États alliés. Au total, 200 personnes travaillent au quotidien dans ce site exceptionnel classé aux normes OTAN et européennes. Parmi les 8 km de galeries souterraines, certaines sont peu empruntées. On y croise des chauves-souris, quelques loirs, des grenouilles et, paraît-il, quelques fantômes. Les portes se succèdent le long de l'ancienne voie ferrée qui permettait d'acheminer les munitions jusqu'aux tourelles de mitrailleuses. Aujourd'hui, seul témoin de cette époque, un moteur submergé. L'ancien monte-charge qui est maintenant mis à l'abandon. Si les murs pouvaient parler, ils raconteraient sûrement les 178 tonnes de munitions stockées ici en 1939, mais aussi l'implantation d'une usine allemande qui produisait pour la Luftwaffe, ou encore les vestiges d'une fosse septique devenue le refuge de centaines d'araignées. Au bout du tunnel, c'est enfin la lumière. Et si la devise des équipages de la ligne Maginot était « On ne passe pas »,
celle de la base, en souvenir, reste « On n'oublie pas ». En route pour un nouveau site emblématique de la capitale, le Val-de-Grâce est réputé pour son hôpital d'instruction militaire, mais peu connaissent son église et surtout son histoire riche en rebondissements. Abbaye, hôpital, école ou encore musée, l'histoire du Val-de-Grâce est intimement liée à l'histoire de France. L'abbaye du Val-de-Grâce est construite à partir de 1621 à la demande d'Anne d'Autriche pour accueillir une communauté de religieuses bénédictines. La mère du futur roi Louis XIV y fera élever une église, promesse faite à Dieu pour lui avoir accordé un héritier. Hymne à la royauté et symbole de sa puissance religieuse, politique et militaire, l'église du Val-de-Grâce est également un trésor de classicisme français et de baroque italien. Gardien des lieux, le capitaine Tabag nous fait découvrir les multiples facettes de ce lieu mythique. Le décor de cette église devait être initialement un décor exclusivement sculpté. Il n'était prévu aucune peinture pour décorer cette église. Seulement, à la fin du chantier, Anne d'Autriche change d'avis et abandonne au-dessus du chœur une coupole sculptée au profit d'une coupole peinte à fresque dans la vieille tradition romaine. Et elle demande pour cela à Pierre Mignard, grand peintre classique français, de réaliser cette fresque monumentale de la gloire du Val-de-Grâce. On trouve la marque, la présence d'Anne d'Autriche dans cette église, notamment à travers son chiffre, son emblème, son symbole royal, qui est disposé en hauteur sur les vitraux et au pied de l'autel, dans cette marqueterie de marbre qui présente ce A et ce L entremêlés. Le A pour Anne d'Autriche et le L pour Louis XIV, son fils, puisque ce sont les armes de régente d'Anne d'Autriche. Et Anne d'Autriche n'est évidemment régente que parce qu'elle est la mère du futur roi. Au moment des événements de la Révolution française, les religieuses sont chassées, l'abbaye royale du Val-de-Grâce devient la maison nationale du Val-de-Grâce et se pose la question de l'avenir de cet édifice. Très rapidement, il est décidé de le transformer en hôpital militaire pour accueillir les blessés des armées de la Révolution. En 1796, cet hôpital militaire du Val-de-Grâce devient un hôpital d'instruction. Et depuis 1796, cette double vocation d'enseignement et de soins perdure au Val-de-Grâce. L'ancienne abbaye du Val-de-Grâce abrite aujourd'hui le musée du service de santé des armées, qui offre au public de nombreuses collections retraçant l'histoire de la médecine militaire et le parcours des blessés depuis le champ de bataille jusqu'au centre hospitalier. Pendant la Première Guerre mondiale, il est décidé par l'autorité militaire de créer au Val-de-Grâce un mémorial national de l'action du service de santé en temps de guerre. Cet établissement des archives et documents de la guerre, qui deviendra très vite le musée du Val-de-Grâce, est inauguré le 1er juillet 1916, en plein conflit, et s'installe dans l'ancien cloître de l'abbaye, et notamment au rez-de-chaussée, dans l'ancien réfectoire des religieuses, redécoupé depuis en 2 salles qui présentent toutes les collections anatomiques, et notamment toute la collection de gueules cassées, de moulages de gueules cassées du musée. Le tournant de la Première Guerre mondiale a été extrêmement important, puisque, à cause du nombre important de blessés qu'il a fallu soigner, des progrès considérables ont été réalisés dans différentes spécialités. Le musée est complètement restructuré, puis ouvert au public en 1998 dans sa configuration actuelle, avec pour but de présenter les fondements et les missions du service de santé militaire en temps de guerre et en temps de paix. Le musée présente 5 grandes thématiques. Une première thématique historique, qui présente les origines du service de santé. Une deuxième partie, qui est la plus importante, qui concerne le soutien des forces, la mission principale du service de santé. Ce soutien des forces se traduisant notamment par la mise en place d'une chaîne des évacuations sanitaires qui permet de traiter le blessé depuis sa relève sur le champ de bataille jusqu'à son arrivée dans les hôpitaux de l'arrière. Une autre partie est consacrée à la recherche clinique menée dans différentes spécialités par les personnels du service de santé. Et les 2 dernières parties sont consacrées à la médecine outre-mer et à la lutte contre les grandes épidémies et les maladies infectieuses. Hôpital, école et musée continuent de donner vie au site historique et unique du Val-de-Grâce, lieu d'exception pour la défense. De retour aux Invalides, Général, on l'a vu lors des précédents reportages, les lieux historiques recèlent de petits secrets, d'anecdotes. Est-ce le cas pour cet édifice aussi? Si, il y a des secrets, des anecdotes. Il y en a plein. Partons de la construction. Le maître d'œuvre était le ministre de la Guerre Louvois. Louis XIV ne souhaite pas qu'il laisse sa propre marque.
Et Louvois va lui désobéir d'une manière très astucieuse en laissant son nom sous une forme de charade dans une des 60 lucarnes qui entourent cette cour d'honneur. À vous de les découvrir. Ensuite, si je vous dis 14 juillet 1789, vous allez me dire la Bastille. Oui. Peu de personnes savent qu'en fait, le matin, la foule vient ici chercher les 20-30 000 fusils cachés dans les souterrains autour de nous et ils vont prendre ces fusils pour aller à la Bastille. Enfin, ici, s'est constitué pendant la Deuxième Guerre mondiale un réseau de résistance pour permettre de faire mettre ici caché et puis faire évader vers la Bretagne ou vers l'Espagne les pilotes alliés abattus. Et c'est M. Georges Morin qui était sous-directeur à l'Office national des anciens combattants qui animait ce réseau et qui malheureusement sera emprisonné 3 semaines avant la libération de Paris, sera parti en camp de déportation à Dora et ne reviendra pas. Et puis finalement, de nos jours, quelque chose de plus léger et de plus écologique. Des faucons, je crois. Les faucons crécelles, vous avez au-dessus de nous, autour de Sodome, niche l'un des 50 couples de faucons cresserelles que compte la capitale. Vous voyez, il y a des tas de choses à raconter, mais il me faudrait plus de temps. Peut-être peut-on conseiller d'aller sur le site internet du musée de l'armée où des tas de solutions à ces petits secrets seront données. Et on le fera. Merci de nous avoir aidés à éclaircir ces mystères. Restez connectés avec nous grâce à nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis bien sûr, rendez-vous le mois prochain pour un numéro du Journal de la Défense consacré aux forces spéciales.